Bonjour à tous. Je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Benjamin Faure de la société Trophéa. Je suis un ancien de chez Cybernecard, qui est un fournisseur qui est sur le salon actuellement, chez qui je me suis occupé de la partie marketing, communication événementielle pendant 7 ans. Et donc j'ai monté ma société Trophéa il y a un peu plus d'un an maintenant. On fait principalement du management d'événements. On a tout un pan sur le management d'événements. Événements professionnels, et un autre pan sur effectivement la communication digitale, le marketing digital. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui avec cette question. Comment générer des leads par le contenu? On va commencer très rapidement avec des petites définitions pour être sûr qu'on soit bien raccord là-dessus. Qu'est-ce qu'un lead et qu'est-ce que le contenu marketing en fait, tout simplement. Donc un lead, c'est simplement un nouveau contact, en fait, c'est une personne qui manifeste son intérêt envers votre produit, l'un de vos produits ou une gamme ou vos services, et dont vous arrivez à obtenir les informations de contact. Un lead, c'est même en fait encore en amont du prospect, c'est-à-dire que le lead, c'est vraiment la première entrée de contact. Ensuite, ça peut devenir un prospect si effectivement le lead est qualifié, c'est-à-dire qu'il peut être dans votre cible, il correspond à l'un de vos clients potentiels, et après se transformer en client du coup. Voilà, le lead, c'est vraiment le premier contact. Et le contenu marketing, en fait, c'est tout le contenu que vous allez pouvoir produire euh, au sein de votre site internet, sur les réseaux sociaux, par des vidéos, des infographies, etc. etc. Du contenu qui est orienté en fonction des besoins et des questions que se pose votre cible. Voilà, donc sur différents supports, réseaux sociaux, blogs, newsletters, plateformes vidéo, etc. Voilà, on va du coup travailler sur tout ça. Donc première partie, première question à se poser, à qui on parle? C'est-à-dire voilà, définir sa cible. On parle en marketing de buyer persona. En fait, c'est simplement définir des profils de vos potentiels clients. Alors le âge, sexe, profession, méthode de travail, site fréquenté. C'est important de comprendre qu'il peut tout à fait y en avoir plusieurs en fait des buyers persona. C'est même quasiment systématiquement le cas. Et l'idée en fait c'est d'en distinguer plusieurs, parce qu'en fonction des buyers persona, vous allez forcément choisir des messages différents, travailler sur des canaux aussi différents qui ont à chaque fois leur propre code. Se poser la question du B2B ou du B2C, c'est évidemment essentiel. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, dans notre secteur d'activité, on va évidemment plus être sur du B2B, mais voilà, il faut bien comprendre qu'en B2B, les utilisateurs sont des experts en fait de leur domaine, donc ils savent très bien de quoi vous parlez. Et c'est complètement différent d'une démarche B2C où on peut être sur des gens qui sont complètement néophytes et qui ne savent pas du tout, qui connaissent pas les sujets, qui découvrent, etc., qui se laissent tenter, qui arrivent ici par curiosité, etc. Là, voilà, en B2B, on sait de quoi on parle, et donc il faut forcément produire du contenu qui est beaucoup plus poussé, je dirais, et recherché, quoi. Et effectivement, les mots-clés, si c'est très important, on parlera de SEO, de référencement plus tard. Les mots-clés, c'est ça qui va faire en sorte que les utilisateurs vont vous trouver en tapant certains mots-clés, certaines questions sur les moteurs de recherche. Donc il faut y réfléchir quand vous créez vos contenus. Quels mots-clés il faut appliquer. Et donc en fonction de ces personas, on va ensuite parler on va adapter du coup notre ligne éditoriale, le ton qu'on emploie, etc. Et c'est ça qui va permettre de définir du coup après quels sont les supports sur lesquels on va travailler et sur quels canaux on va diffuser nos messages. Donc c'est vraiment la première étape. Faut que je recule un peu? Là c'est bon? Ok. C'est vraiment la première étape, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et comme dit, voilà, c'est souvent celle qui est un petit peu passée, mais il faut vraiment passer du temps à le faire, coucher sur papier, réfléchir avec vos équipes sur comment est-ce qu'on peut, voilà, pour bien définir les différents types de buyers persona qu'on peut avoir avant de commencer à s'attaquer au contenu. Deux chiffres, une fois de plus, vu que là on est vraiment dans un cadre B2B, deux chiffres assez intéressants sur l'acheteur B2B qui témoignent de l'évolution en fait, des canaux de communication et du fait qu'aujourd'hui on est vraiment plus sur du numérique. Donc ouais, voilà, plus de 67% de son parcours d'achat en ligne, quand des fois, il y en a certains qui n'achètent pas tout en fait en ligne, et 80% des décideurs qui consultent désormais des blogs et réseaux sociaux pendant leur processus d'achat et de sélection de fournisseurs. Donc là, c'est une donnée qui est intéressante parce que ça montre à quel point c'est important d'avoir des fois une stratégie multicanale et de ne pas se dire, OK, je vais faire que un élément, ou alors carrément de sacrifier la partie blog, contenu, etc., en se disant,
de toute façon, à partir du moment où il a mis mes produits et qu'il va me trouver sur Google, on peut s'arrêter là. En fait, il faut maintenant, aujourd'hui, aller plus loin. Il y en a beaucoup dans ce marché qui sont déjà en train d'aller plus loin. Et d'où l'importance d'avoir voilà, différents canaux à travers lesquels on diffuse des messages. On va vraiment insister sur le blog plus tard parce que évidemment c'est un peu la colonne vertébrale de votre stratégie de contenu. On y reviendra un peu après. Ok, donc une fois qu'on sait à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on leur raconte? Qui évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Parce que souvent, ce que j'ai pu constater en fait en 6-7 ans dans ce marché, que ce soit autant au niveau des fournisseurs que des revendeurs, c'est que souvent on a tendance à vouloir parler de soi. Au final, le contenu va se résumer à, on va dire voilà, ben, en ce moment j'ai une promotion sur ça, ou voilà mon nouveau produit, il est super chouette. En fait, on va essayer de mettre en avant ce que nous on pense qui leur plaît, alors que souvent les clients, eux, ce qu'ils ont besoin, ils attendent quelque chose, surtout maintenant sur par exemple les médias sociaux, etc. Ce qui va générer de l'engagement, qui va générer de l'intérêt, c'est pas forcément les produits, les remises, etc. On s'en est rendu compte, hein, que ce soit Cyberneticard ou d'autres, hein, que en fait, essayer d'attirer les clients qu'avec du code promo, ce genre de choses, c'est pas forcément suffisant, et surtout dans notre marché. Donc voilà, premier point très important, ne pas parler de soi, mais des problématiques du client. Proposer un contenu adapté au canal de diffusion choisi, évidemment, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous adresser de la même manière sur le blog de votre site internet que sur vos réseaux sociaux. Si vous avez un buyer persona qui est plutôt jeune, qui va évoluer sur Instagram, où vous allez peut-être travailler avec des produits qui sont très luxe, très design, vous n'allez pas avoir le même ton que si vous parlez à des spécialistes d'un produit qui est un peu plus classique, type une clé USB, etc. Il faut évidemment adapter tout ça, le ton, la ligne éditoriale, en fonction du canal que vous utilisez. Le troisième point aussi, évidemment, il est super important, identifier nos spécificités et créer sur cette base. L'idée, c'est que, évidemment, qu'on est sur un marché qui est très concurrentiel. Il y a plein de personnes qui font les mêmes types de produits. Ça, je vous apprends rien. Maintenant, l'idée, c'est que s'ils ont créé une société, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'ils ont effectivement une identité, peut-être ils ont des prestations de services qui leur sont propres, ils ont des choses qui leur sont propres, une manière de travailler. C'est là-dessus qu'il faut communiquer, en fait. Il faut identifier qu'est-ce qui vous différencie, vous, vraiment, de votre concurrent qui fait aussi des clés USB et des stylos. Et pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de travailler avec vous qu'avec lui? Évidemment qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, c'est du cas par cas, mais c'est vraiment une réflexion qu'il faut mener en profondeur, et c'est là-dessus que vous allez pouvoir trouver en fait des sujets intéressants pour vos clients, quoi. Alors oui, le contenu, tout ce qui est éviter tout ce qui est fade, lisse et creux. Alors j'ai effectivement vu parce qu'ils ont besoin de produire un certain nombre de contenus à une régularité qui est très fixe, ils vont parler pour parler. Le problème, c'est que là-dedans, on perd de l'intérêt très vite, et une fois qu'on a perdu les gens, on les retrouve rarement. Donc voilà, il faut passer du temps à réfléchir au sujet et à proposer des choses qui sont vraiment pertinentes pour vos utilisateurs. Et pour ça, la meilleure solution, c'est effectivement de faire travailler les services marketing et commercial ensemble. Alors certains n'ont peut-être pas de service marketing et commercial, peu importe, hein, c'est les personnes qui sont face aux clients et les personnes qui sont responsables du marketing, c'est à elles de travailler ensemble. Euh, Pourquoi? Tout simplement pour ces raisons-là, c'est qu'en fait, vos commerciaux, ce sont ceux qui connaissent et qui comprennent vos clients. Ce sont les experts de vos clients. Ceux qui sont au front, en fait, qui sont vraiment avec vos clients, ils n'ont pas forcément la manière, ils n'ont pas forcément transformé les problématiques qu'ils entendent en contenu derrière, mais c'est à eux de comprendre tout ça. Et ils comprennent leurs questionnements, c'est eux qui savent aussi les avis qu'ils ont sur vos produits, vos services, quels sont les points d'amélioration, quels sont les remarques, les critiques qui remontent souvent, etc. Et tout ce condensé d'informations qui est vraiment précieux, c'est à vos équipes marketing, aux personnes en tout cas chargées de cette partie-là, de transformer en fait tout ce flux de données en idées de contenu, en propositions de contenu qui soient vraiment pertinents après pour les utilisateurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de faire communiquer les deux services, parce que les gens du marketing, vous pouvez leur dire, ok, nous on fait ça, voilà, ça c'est notre site, ça c'est nos produits, tu regardes tout ça et tu nous fais du contenu. Vous pouvez, mais c'est pas des experts. Ils comprendront jamais si bien que s'ils ont passé 2 ans sur le terrain, qu'ils sont confrontés au marché, aux clients, à la problématique, et qu'ils disent, ok, en fait, je peux faire des super chouettes designs d'infographie sur des données, mais si elles n'intéressent pas les utilisateurs finaux, ça sert à rien et vous n'allez pas avoir d'engagement. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire travailler les deux équipes ensemble. Et enfin, utiliser des outils numériques à bon escient. Alors, je ne les ai pas tous listés, mais Google Trends, qui est aujourd'hui assez limité, mais pour des données très, on va dire des mots-clés très généraux, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, ce que moi, je vous recommande surtout d'utiliser, c'est le Google Keyword Planner.
Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Google Ads, sur le site de Google Ads, vous créez un compte, c'est entièrement gratuit. Vous n'avez pas besoin de commencer à créer des campagnes, à mettre de l'argent, etc. Vous avez en fait un outil qui s'appelle l'outil de planification de mots-clés, que vous pouvez utiliser entièrement gratuitement et qui va vous permettre en fait, de récupérer ce type de données que vous voyez ici. Alors, en l'occurrence, j'ai pris un mot-clé vraiment trop large, j'ai pris le mot-clé objet publicitaire, donc forcément, on a des nombres moyens de requêtes mensuelles, donc c'est pas vraiment très précis. Pour la plupart des termes précis, vous aurez des nombres quasiment exacts, par exemple 957 recherches mensuelles sur tel ensemble de mots-clés, sur une région géographique, sur une période donnée. Donc là, vous avez des volumes de prévision de mots-clés qui sont très intéressants. Et c'est un outil que je recommande d'utiliser parce que quand vous allez définir votre stratégie de mots-clés, quel mot-clé je vais utiliser, comment je vais m'adresser à mes clients, c'est intéressant d'abord jeter un coup d'œil là-dessus. Vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être que vous pensiez qu'il y a énormément de gens qui vont chercher ça tous les mois en France, et en fait, c'est pas forcément les mots-clés les plus ceux qu'on pense qui sont les plus recherchés, quoi. Ça m'est arrivé souvent d'avoir des surprises, donc utilisez cet outil, il est gratuit et ça serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc là, avec tout ça, a priori, on devrait commencer à savoir de quoi on parle. Et ensuite, du coup, maintenant qu'on sait à peu près à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on va leur raconter, il va falloir qu'on trouve effectivement le support, parce que bon, il y a plusieurs types de supports. Je ne les ai pas tous listés là, j'ai vraiment pris les principaux, mais évidemment, la base, c'est les articles de blog sur votre site internet. Le livre blanc, on va le détailler un petit peu après, expliquer ce que c'est, l'infographie, la vidéo. En gros, pour commencer avec votre blog, enfin, voilà, les articles, textes, etc. De toute façon, le blog, comme je disais tout à l'heure, c'est la colonne vertébrale de votre stratégie de contenu. C'est vraiment ce qui est important pour ceux qui ont des sites internet qui commencent un petit peu à. Je pense aussi à ceux qui ont des sociétés plus petites, qui ont un site internet peut-être sur WordPress ou ce type de plateforme. En fait, c'est là où c'est ce qu'on va distinguer entre les pages de votre site internet et les articles. Voilà, c'est cette section-là en fait sur WordPress où vous développez tout ce qui va être blog et qui n'est pas référencé de la même manière. Une page, c'est vraiment une info spécifique, un produit, des fiches produits, etc., qui peuvent mener vers des tunnels de commande. Les articles, c'est vraiment fait pour apporter du contenu, pour apporter tous les mots-clés vont être crawlés par les moteurs de recherche. Ils vont analyser de quoi vous parlez et ils vont remonter ça en fait derrière en fonction des questions que se posent les gens. Donc voilà ce que doit faire effectivement votre blog. Utiliser donc ouais, les points sensibles et les questions brûlantes, c'est là, comme je disais, c'est l'étape précédente qui vous permettra de faire ça. Anticiper les requêtes utilisateurs, utiliser les titres qui attirent l'attention, optimiser pour le SEO. Alors je me permets une toute petite digression sur le SEO parce que ça reprend une conférence que j'avais fait à l'occasion du CTCO sur le SEO et le SEA. Effectivement, dans la stratégie de contenu, le SEO, c'est important de le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on passe à côté, vous allez vraiment avoir des difficultés à capter les gens. Les titres de vos articles et les mots-clés qui vont revenir dans vos articles sont très importants. Le SEO, juste j'ai mis une petite définition pour ceux qui ne savent pas. En gros, ce qu'on appelle le référencement naturel. Toutes les techniques mises en œuvre pour améliorer la position d'un site internet, enfin même d'une page, dans le moteur de recherche. Le SEO, c'est tout ce qui est gratuit. C'est en gros comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser un article de blog et être sûr qu'il soit vu par le maximum de personnes sans passer par des solutions payantes. Et le SEA, c'est en gros la même chose, mais c'est payant. C'est tout ce qui va être Google Ads, où là, vous allez vous positionner sur certains mots-clés en mettant en place des budgets de campagne. Voilà. Donc le blog, vraiment, c'est le côté, c'est vraiment ce qui est important. C'est là-dessus qu'il faut vraiment imaginer les sujets que vous allez traiter, les répartir en différentes catégories, etc. On reviendra juste dessus encore un peu après. Les e-books ou livres blancs, comme je l'avais écrit sur la slide précédente, en fait, c'est simplement, voilà, c'est un outil qui peut vous permettre de récupérer du lead. Vous avez peut-être déjà sûrement vu sur Internet, c'est des sites où vous allez pouvoir récupérer, on vous propose de récupérer un dossier PDF sur un sujet en particulier qui peut vous intéresser, qui va compléter un article de blog, vraiment avec plus de contenu. Et en fait, ce PDF, pour le récupérer, vous allez devoir fournir des données, votre entreprise, vos noms, votre email. C'est histoire de vraiment, pour le prestataire, c'est une manière de créer un nouveau lead et pour vous de récupérer de l'information. Donc là, voilà, c'est des choses. Dans notre secteur, c'est pas super développé, mais ça peut être effectivement un outil intéressant. Ça prend du temps parce que pour faire un bon e-book, il faut y passer du temps. Mais ça peut être pratique si vous avez une volonté de récupérer des données, enfin de récupérer des nouveaux leads parce que vous avez quelque chose qui peut vraiment intéresser un grand nombre de personnes. Voilà, après tout ce que je dis derrière, c'est de la logique, alimenter le texte avec des éléments graphiques accrocheurs et pertinents. Si vous faites un Word de 17 pages, vous risquez pas d'attirer grand monde, quoi.
et placez-le effectivement sur une landing page. Une landing page, c'est juste une page qui est dédiée, c'est-à-dire il ne faut pas essayer de mettre un e-book. Par exemple, vous écrivez un article de blog sur comment choisir un bon t-shirt, par exemple, et au sein de votre article de blog, vous mettez un lien, plus d'infos, par exemple. Ça ne sert à rien, il faut vraiment essayer de créer une page qui est dédiée à votre e-book pour que vous puissiez après suivre le trafic et comprendre comment est-ce que les gens sont allés dessus. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont allés dessus ou est-ce qu'ils ont juste cliqué par hasard, quoi. Donc c'est voilà, dédier une page à ce type d'action, c'est important. Voilà pour les e-books. Les infographies, je pense que tout le monde en a déjà vu plein maintenant, hein. C'est un support qui est malheureusement, je trouve encore dans notre secteur, pas beaucoup exploité, alors que c'est, comme je le dis là dans l'encadré, c'est c'est le plus mémorisable et c'est souvent aussi le plus viral, c'est le plus partagé, parce que ça parle à tout le monde. C'est une manière de dire plein de choses compliquées d'une manière très très simple et très facile et digeste en fait. Voilà, donc évidemment, il faut réfléchir avant à ce que vous allez vouloir dire, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Faites attention aux données que vous utilisez. Souvent, c'est parce que, comme on disait, le problème c'est que c'est le plus viral. Si maintenant vous mettez une donnée qui est fausse et qu'on commence à vous contredire, vous allez très vite devoir la retirer. Donc faites attention aux données que vous utilisez et aux sources. Évidemment, pas négliger le design, parce que c'est ce qui va faire en sorte que l'outil est vraiment performant. Et ne jamais oublier d'intégrer son logo. J'ai déjà vu circuler des infographies qui avaient été relayées où on n'a ni logo, ni marque, ni message, ni lien, ni rien du tout. Au final, c'est très bien, mais donc personne ne va remonter jusqu'à vous. Donc c'est évidemment la base, mais à ne pas oublier. Je vous ai mis un exemple, hein, d'une infographie juste pour illustrer le type voilà, de support. En fait, bon, là, c'est en l'occurrence un message qui a été fait par le gouvernement sur les forêts. Donc voilà, là, on se rend bien compte que le côté design est vraiment important. C'est ce qui va faire en sorte que si maintenant vous devez donner toutes ces données-là en texte, vous allez faire 3 pages Word qui vont être beaucoup moins agréables à lire. Voilà pour l'infographie. Moi, je conseille de développer un peu cette partie-là. Et la vidéo, aujourd'hui, on en est inondé partout, sur tous les réseaux, etc. C'est effectivement ce qui marche le mieux. Quelques conseils pour la vidéo. Alors attention avant de vous laisser en vidéo. Souvent les gens se disent bon, ok, j'ai une caméra ou même en tant que téléphone et des applications de montage gratuites qu'on trouve partout, je peux faire ça rapidement. Le problème de la vidéo, c'est que c'est devenu tellement accessible à tous, c'est tellement plébiscité qu'on a tendance à s'y lancer. On se dit ok, je vais trouver 2-3 trucs et on va faire des vidéos. Attention, parce que ça reste en fait un média qui est très chronophage. Souvent, les gens ils pensent pas storyboard, ils pensent ok, je fais une vidéo en 2-3 plans et puis ça va marcher. Le risque, c'est de faire des choses qui paraissent très cheap et qui, du coup, sacrifient un peu votre image de marque. Donc, si vous voulez vous lancer dans une vidéo, renseignez-vous avant, parce que souvent, les gens peuvent être surpris, mais faire de la vidéo, ça coûte très cher, en fait, en tout ce qui va être montage, étalonnage, etc. Alors, ça dépend, hein. Par exemple, une vidéo d'entreprise, ça coûte très, très cher. Maintenant, des petites capsules pour les réseaux sociaux, ça peut effectivement être plus abordable, mais faites-le en toute connaissance de cause, quoi. Et effectivement, bah voilà, ça c'est très récent, mais il faut penser toujours à sous-titrer les vidéos parce que de plus en plus maintenant, vous le savez, on les regarde partout, souvent sans le son, donc c'est important parce que sinon vous perdez de l'auditorat. Et aussi adapter le format au canal. Alors ça c'est juste maintenant, faire attention à tout ce qui est réseaux sociaux, il y en a tellement des choses différentes que entre les reels, les shorts, sur YouTube, etc., etc. Faites attention à ce que vous allez faire du portrait, du paysage, du carré. Adaptez vos vidéos en fonction des canaux sur lesquels vous allez les diffuser. Évidemment, renseignez-vous avant, quoi. Et la vidéo, voilà, ça peut être bien. Je prends un exemple. Nous, on en a fait quand je travaillais chez Cybernecar, par exemple, pour illustrer les techniques de personnalisation, par exemple. Souvent, les revendeurs, en l'occurrence, je me place là où j'étais à l'époque, donc en tant que fournisseur, les revendeurs, ils parlaient de techniques de personnalisation, mais s'ils sous-traitaient avec des ateliers, ils n'avaient aucune idée vraiment de comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est des vidéos qui ont été, qui ont rencontré un grand succès parce que les gens s'intéressaient vraiment à comprendre en fait c'est quoi une sérigraphie, comment ça se passe exactement une sérigraphie de A à Z, la broderie, quelles sont toutes les étapes, etc. Et on avait fait ça de manière assez ludique pour tous les utilisateurs et ça avait effectivement rencontré un grand succès. Et c'est un bon exemple de ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne nous rapporte pas d'argent. Je veux dire, si regardent une vidéo sur comment est-ce qu'on fait une broderie, c'est pas ça qui va être direct. Mais ça génère un intérêt. Plus vous allez avoir de l'audimat sur vos sites, sur vos vidéos, etc., plus ça va générer aussi, avec les algorithmes des moteurs de recherche, de la notoriété pour votre site, parce que du coup, vous êtes jugé comme pertinent par rapport aux gens qui sont dans le même marché que vous. Et donc, ça va améliorer votre position dans le moteur de recherche, etc. C'est un cercle vertueux. Et c'est là-dedans qu'il faut s'inscrire, en fait. Ça résume assez bien, en fait, tout ce que je suis en train de vous dire. C'est que
en faisant ce type d'action, on va effectivement aller vers ce cercle vertueux et développer après l'audience globale et donc du coup effectivement transformer certains leads en prospects puis en clients. Donc voilà, il faut penser indirect, on va dire. Et enfin, voilà, pour terminer, les canaux à travers lesquels ils sont diffusés, ces supports de contenu. Donc, une fois de plus, hein, les blogs, donc c'est sur votre site à vous. Ça peut aussi être sur des articles, sur des sites référents. Hein. C'est bien aussi tout ce qui est, ce qu'on on parle en SEO de liens externes, c'est-à-dire en fait, à partir du moment où vous avez des sites qui évoluent dans le même secteur que vous, qui sont jugés comme pertinents par les moteurs de recherche, si maintenant ces sites-là font un lien vers vous, c'est jugé comme ça vaut beaucoup de points, on va dire en fait, pour parler grossièrement, et du coup ça peut améliorer considérablement votre position dans les moteurs de recherche. Donc ce type de liens sont aussi intéressants. Les newsletters ou les infolettres, les réseaux sociaux et maintenant un mode un peu plus récent, effectivement le webinaire qui permet de donner une expertise, de sélectionner un panel d'utilisateurs. Et le webinaire, c'est aussi vraiment fort pour générer des leads parce qu'au final, les gens, en 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, ils peuvent avoir des informations pertinentes, se bloquer un petit créneau et récupérer pas mal d'éléments. Donc c'est aussi un support qui est pas mal utilisé. Voilà, donc je termine hein, sur le blog. Il doit évidemment être au cœur de votre stratégie. C'est lui qui doit attirer les visiteurs, qui doit les convertir ou les fidéliser et qui doit améliorer la performance SEO globale de votre site. C'est en ça que c'est vraiment très important. Je vous donne un exemple très, très simple. Quand on a travaillé, quand on a développé le blog chez Cybernecard, qui est aujourd'hui assez consulté, les sujets qui étaient abordés, ça n'a jamais été des sujets effectivement qui vont parler que des produits. Par exemple, je reviens sur l'exemple que je donnais tout à l'heure. Quand on rédige un article très complet sur comment choisir un bon t-shirt publicitaire, on va parler de matière, on va parler de tissage, on va parler de type de personnalisation, on va parler d'impact d'un t-shirt publicitaire, on va parler de statistiques sur ces données-là, etc. Toutes ces choses-là, c'est des éléments qui sont intéressants pour les revendeurs en l'occurrence. Et évidemment qu'au sein de l'article, on va pouvoir donner des exemples avec nos gammes de produits. Voilà, c'est un exemple concret d'un article de blog qui est à la fois orienté par rapport aux besoins des utilisateurs et qui n'est pas forcément centré sur sur les produits de Cybernetic. On n'a pas dit, voilà, nous, notre gamme de t-shirts, on a 52 modèles, choisissez, c'est génial. On a dit, voilà, on parle d'un sujet qui peut vous intéresser, et après, évidemment, on a des gammes de produits qui peuvent correspondre à cet article-là. Sinon, ça sert à rien, mais c'est pas frontal. Que dire d'autre aussi là-dessus? C'est en fait, quand on parle de SEO par rapport au blog, l'idée c'est que quand on va rédiger un article, on va faire ce travail de recherche de mots-clés, essayer d'à peu près de comprendre qu'est-ce qu'il pourrait taper comme mots-clés, quelles questions il pourrait se poser. Et cet article de blog répond aux questions en fait, que les utilisateurs se posent. Et ça fait quoi? Ça fait en fait que les utilisateurs ils vont accéder à votre site internet souvent par le biais du blog. C'est-à-dire qu'après, nous, après 1 ou 2 ans d'activité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, on avait, la plupart des gens, ils rentrent chez vous par la homepage, en fait. Soit ils saisissent en direct, soit ils rentrent par Google, mais ils arrivent chez vous par la homepage. Ou alors, ils arrivent chez vous sur une catégorie de produits, parce qu'ils ont tapé un mot-clé par rapport à ça. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à terme, nous, avec le blog, on a énormément de gens qui entraient dans le site de Cybernecard par le blog. Et c'est pas un exemple, c'est pas un cas isolé, c'est évidemment la stratégie. C'est-à-dire quand vous allez développer votre blog et vous allez réfléchir à toutes les questions que vos utilisateurs peuvent se poser, en fait, c'est de générer des entrées dans votre site internet par ce biais-là. Et évidemment, après, faire des relais, des liens internes entre vos pages de blog et vos pages produits pour faire rester les gens et qu'ils puissent passer un maximum de temps et après aller chercher ce qui les intéresse. Le blog, c'est en ça qu'il est vraiment il est primordial. Maintenant, c'est une nouvelle source d'entrée et ça permet en plus aux moteurs de recherche de comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Plus vous avez un blog qui est conséquent et qui colle à vos produits, plus vous allez gagner en notoriété, gagner en popularité, et donc vous allez attirer un maximum de monde et remonter dans les moteurs de recherche. Il n'y a pas de miracle. Si vous voulez être dans la page 1 des moteurs de recherche sur certains mots-clés, il faut payer. Il faut Google Ads, payant, voilà. Mais si vous voulez essayer de remonter un maximum sur certaines questions qui peuvent se poser, c'est possible sans payer en le faisant grâce au SEO, grâce à ce type de technique. Donc voilà, surtout ne pas négliger le blog. C'est vraiment, si vous deviez commencer le contenu, commencer avec un blog, c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. Voilà, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que c'est le plus important. Les newsletters, bah, tout le monde les connaît, je ne vais pas insister. Moi, je vais même vous dire la vérité, j'en fais de moins en moins. Je pense que pour moi, ça fait déjà partie du passé. Il y en a déjà beaucoup trop, tout le monde est inondé. Il faut vraiment maintenant trouver des newsletters qui ont un réel intérêt. Mais faire une newsletter pour dire
On a rentré une nouvelle gamme sur quelque chose. Je pense que ça va très vite être compliqué. Ils reçoivent beaucoup de choses. Et de plus en plus, c'est vraiment. Enfin, voilà, il y en a trop. Donc, soyez vigilants avec ça. C'est encore intéressant, hein. Je veux dire, ça reste en termes d'investissement, ça reste très léger. Mais faites attention et mesurez les retours. Alors, soit que vous êtes vigilant, évidemment, l'opt-in maintenant, avec le RGPD, faites attention. Commencez pas à envoyer des mails à 10 000 contacts que vous avez achetés sur une base. Parce qu'en fait, si vous faites ce type de pratique, à court terme, c'est très bien, hein, vous allez rentrer quelques clients. Sauf que votre nom de domaine, le nom de domaine de votre site internet qui va être utilisé pour envoyer les emails, il va être complètement sacrifié par tous les logiciels anti-spam. Et donc, vous allez après avoir beaucoup de mal, une fois que vous allez avoir généré une audience vraiment fidèle et qui lit vos newsletters, vous allez être spammé la plupart du temps. Parce que voilà, vous dégradez votre note. Donc voilà. Sauf cas particulier, évidemment, un seul sujet abordé, un seul CTA, call to action, un seul bouton. C'est-à-dire les newsletters, enfin, je dis sauf exception parce que j'ai déjà vu aussi des newsletters qui sont volontairement longues et qui racontent volontairement quelque chose. Ça peut être une stratégie. Moi, dans ma tête, une newsletter, il faut que le seul but, c'est clique-moi. C'est la seule chose que vous voulez faire, c'est faire quelque chose un message très percutant, très simple, qui redirige vers quelque chose. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment d'être sur cette stratégie-là. Alors, on est passé sur aujourd'hui des newsletters en HTML, magnifiques, codés, etc. La plupart des logiciels de bureau ne sont pas toujours adaptés au HTML, donc les formats ne sont pas toujours top. Moi, sincèrement, j'ai déjà constaté des meilleurs résultats sur des newsletters envoyés en texte, très simple, où on s'adresse à la personne comme si on lui envoie un vrai email, que sur des choses magnifiques avec du HTML. Donc, regardez, mesurez, essayez, mais sachez que les jeunes générations, en tout cas, tout ce qui va être 20-30, des newsletters magnifiques avec des longs messages, ils n'en ont rien à faire. Ils en reçoivent 200 par jour, c'est pas intéressant. Ça suffit plus, voilà. Et oui, ensuite, enfin, le A/B testing. Alors, le A/B testing, sûrement certains connaissent, hein, ça se fait partout, mais pour tout ce qui est newsletter, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que vous avez 10 000 contacts, vous allez prendre la même newsletter, vous changez l'objet, parce que c'est l'objet qui peut être intéressant, c'est ça qui va faire cliquer les gens pour rentrer dans votre newsletter. Par exemple, découvrez nos 20 nouveautés parapluies, et vous envoyez ça à 1000 personnes avec cet objet-là, vous prenez 1000 autres personnes, vous faites un objet de mail qui va être par exemple soyez surpris, laissez-vous surprendre pour l'interrogation. Je prends des exemples volontairement caricaturaux, mais l'idée c'est que vous avez un autre objet qui va être sur un autre mécanisme, poser une question, proposer de la surprise ou faire quelque chose de très impactant ou quelque chose. Vous envoyez ça à 1000 personnes et vous allez regarder en fait les statistiques. Si maintenant vous avez 25% d'ouverture sur l'objet A et 29% d'ouverture sur l'objet B, et bien les 8000 emails restants, vous allez l'envoyer au lot gagnant. Le A/B testing, c'est ça. Et vous pouvez le faire avec l'objet, vous pouvez le faire avec le contenu, vous pouvez faire du A/B testing en testant la couleur de vos boutons, en testant plein de choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir progressivement à mettre une stratégie newsletter qui est pertinente. Ça prend du temps, c'est chronophage, mais par contre, c'est la meilleure manière de travailler, d'avoir les meilleurs résultats. Voilà, les réseaux sociaux, que dire il y en a plein qui ne sont pas forcément à l'aise avec. Dans nos métiers, évidemment, c'est plus LinkedIn. Facebook, c'est compliqué parce que vu qu'on est dans du B2B, c'est un peu compliqué. Instagram s'y prête bien aussi aujourd'hui. Ce que je vous dirais, voilà, ça sert à rien d'être partout, ça c'est sûr et certain. Sincèrement, il y a très peu de cas, je vois même pas de cas en fait dans notre secteur où c'est utile d'être partout. Je vous dirais de choisir évidemment les réseaux en fonction de ce que vous faites. Si vous avez des produits type Lexon, Instagram, c'est clair que c'est vraiment plus adapté que Twitter par exemple. Ça, je pense que c'est un peu cohérent. Utiliser les hashtags, effectivement, ça c'est intéressant. Enfin, c'est encore important aujourd'hui. Moi, je vous conseille même de ne pas mettre des hashtags trop spécifiques. Restez plutôt sur des hashtags qui sont souvent consultés. Ça peut être, c'est l'idéal. Et après, effectivement, pour aller plus loin, c'est d'utiliser les publications sponsorisées. Je vais quand même dire un truc par rapport aux réseaux sociaux. Par expérience, si à travers les réseaux, enfin, comment dire, ce que les gens attendent sur les réseaux sociaux, c'est une fois de plus pas de voir vos produits. Si vous balancez juste des photos de vos produits en disant ok, il y a ça c'est super chouette, ça fonctionnera pas. C'est pas ça qui intéresse les gens. Nous, on a constaté qu'on avait mais 10, 15, 20 fois plus d'engagement sur des photos, des vidéos qu'on partageait où on allait mettre des photos de l'équipe, des photos du showroom, des photos du bureau, des photos de la vie en fait en montrant qui on était, ce qu'on faisait ou une action, etc. C'est ça qui va engager les gens. En fait, quand on est sur les réseaux, la vérité c'est que quand les gens sont sur les réseaux, même dans le business, ils sont super contents de voir en fait comment derrière le rideau comment ça se passe chez un tel ou chez un tel, ou de voir un projet, de voir ce genre de choses, ce type d'action. Ça, c'est des données qui sont intéressantes sur les réseaux sociaux. Partager juste un chiffre, un moins 20% sur le dernier t-shirt, c'est bien, mais vous n'allez pas attirer grand monde avec ça, quoi.
Et voilà, donc pour aller plus loin, effectivement, il y a les publications sponsorisées. Ça peut être intéressant pour des événements, pour des offres spéciales, pour si vous voulez communiquer sur une refonte graphique, sur un nouveau siège social, sur ce type de données. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si certains ont des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Moi, j'ai une question, Benjamin. Tu parlais tout à l'heure, tu disais tout le monde n'a pas forcément un service marketing. Est-ce que tout ce que tu as présenté, ça, c'est des solutions qui peuvent être adaptées ou qui sont utilisables, ou est-ce qu'il y a des solutions utilisables par des toutes petites sociétés, en effet, qui ne sont pas forcément équipées ou staffées en marketing? Oui, en fait, c'est que... C'est bon. Si c'est bon, ok. Tout ce que j'ai présenté là, effectivement, c'est plutôt orienté à la base pour des entreprises qui ont des services. Mais en fait, quand, par exemple, moi, je suis une petite entreprise et j'ai pas de salariés, j'ai pas d'équipe, etc. Mais j'applique les mêmes méthodes dans mon travail. En fait, ça s'applique à tout le monde. C'est juste que quand vous êtes une petite entreprise, vous allez peut-être avoir 2 ou 3 personnes. Peut-être même que vous êtes la même personne qui est à la fois au front en train d'aller voir les clients et vous devez ensuite après travailler en marketing de contenu. Mais ça change rien. Les méthodologies seront les mêmes. C'est-à-dire que là, ça sera plus compliqué si vous êtes la même personne parce qu'il faudra réfléchir de la même manière, enfin de 2 manières différentes, mais en étant la même personne. Mais au final, même dans une petite équipe, le contenu est le même. Je veux dire, aujourd'hui, si maintenant vous êtes une entreprise avec seulement une seule personne, ça va évidemment être très compliqué de dégager du temps pour monter un blog, créer des articles, etc. C'est évidemment quelque chose de chronophage. J'ai juste oublié un point important, mais effectivement, sur tout ce qui est blogging, c'est nécessaire d'avoir une régularité. Ça sert à rien de commencer à monter un blog, de faire 2 articles, de vous arrêter après. Malheureusement, ça rechute très vite et vous n'allez pas générer beaucoup d'engagement. Donc la régularité est effectivement très importante. Et pour répondre à ta question, effectivement, si c'est des très petites équipes, c'est compliqué sur le long terme. Après, je dirais, bon, je vais rentrer un peu dans le détail, mais moi concrètement aujourd'hui, je sais que c'est pour ce type de raison que je m'entoure de stagiaires, de salariés en alternance, etc. C'est des gens qui sont dans ces domaines-là, il y en a beaucoup qui ont des belles plumes, qui ont envie d'écrire, qui ont envie de rédiger, etc. Entourez-vous des personnes, voilà, il y a plein de solutions en fait, quoi, qui existent pour les petites entreprises pour faire du contenu. Et je pense que ça serait vraiment une erreur en fait de le sacrifier. Alors, c'est peut-être pas vrai pour tous les secteurs, tous les types de produits, etc. Mais en fait, c'est tellement important. Je sais pas ça non plus. Ok. C'est tellement important pour rester visible aujourd'hui. Sinon, vous êtes trop vite noyé dans la masse, quoi. Pour moi, le contenu, c'est vraiment une clé aujourd'hui qu'il faut pas négliger. Voilà. Mais en tout cas, oui, pour répondre du coup à ta question, c'est tout à fait adapté. Tout ce que j'ai présenté là, c'est tout à fait adapté à des petites entreprises également. C'est juste que voilà, il faudra faire plus de choix. Peut-être commencer sur un canal, puis après changer, se construire sur des types de messages. Moi, ce que je peux même vous conseiller, enfin, c'est ce qu'on fait souvent nous, c'est qu'une fois qu'on réfléchit, on fait des journées de réflexion sur des sujets de contenu. Alors du coup, c'est pas centré sur l'actualité évidemment. Et après, en fait, on fait des plannings. On fait des plannings. On va dire, ok, maintenant, on veut travailler sur tel sujet, sur cette période donnée. On va publier à tel endroit, etc. Donc on va faire des journées de rédaction et évidemment, vous gagnez du temps. Si maintenant vous dites, ok, aujourd'hui c'est contenu, bon, alors de quoi je vais parler? À chaque fois, vous allez vous remettre dans un truc et vous allez perdre du temps, enfin, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout si vous êtes une petite entreprise ou une petite équipe, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, tout était à peu près clair. Une question concernant blog site. Ouais. Aujourd'hui, le blog répond à une architecture, un contenu qui est très littéraire, on va dire, Mhm. du contenu écrit, des visuels, etc. Ouais. Souvent sur WordPress. Mhm. Et nos sites sont des sites qui ont de plus en plus des structures marchandes avec des galeries de photos, des tailles, des couleurs, des marquages, etc. Ouais. Donc on est souvent sur des choses très très différentes. Et donc on peut se retrouver avec d'un côté le site, on va dire, de produits, Mhm. et de l'autre côté le blog. Ouais. La problématique, c'est comment. Alors, on peut faire des liens croisés, inciter dans les articles de blog, aller sur le site, inciter sur le site, aller sur le blog. Mais la problématique, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un clique sur un de ces liens, il sort. Donc, s'il est sur notre site, qu'il est attiré par le blog, qu'il sort, on le perd. Ou s'il est sur le site, qu'il est en train de consulter des produits et qu'il voit un article de blog et qu'il sort, on le perd aussi. Comment essayer de conserver cette dynamique entre les deux,
sachant que, enfin, c'est mon cas en l'occurrence, lorsque le blog n'est pas dans le site, un onglet du site, mais qu'on a bien 2 sites distincts, un pour le contenu, Hmm. un pour les produits. Vous avez en l'occurrence 2 noms de domaine différents, c'est ça? Oui, un .com et un .blog. D'accord, ouais. Alors ouais, du coup là en l'occurrence c'est 2 répertoires différents. Donc c'est effectivement vous risquez d'en perdre plus malheureusement, mais effectivement la solution, je pense à long terme, ce serait juste de créer la section article en interne pour déplacer progressivement votre blog en interne. Vous allez forcément avoir beaucoup moins de déperditions. Après les bonnes pratiques, vous les avez citées. En fait, c'est-à-dire que de toute façon, le blog, il a d'intérêt seulement s'il est croisé à la partie produit. Il faut qu'il soit à terme, je pense, sur le même nom de domaine. Il faut évidemment multiplier les liens de l'un vers l'autre. Nous, ce qu'on a fait aussi également, c'est des choses qui sont tout à fait possibles, mais en fait, souvent, en fait, on va rédiger des articles de blog, on va mettre des liens vers les produits, ça se fait très souvent, mais dans l'autre sens, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple vous êtes sur une catégorie t-shirt, quand vous êtes dans les t-shirts, il pourrait tout à fait y avoir dans votre résultat de catalogue produit des articles qui redirigent vers le blog sur des sujets. En fait, c'est multiplier les liens aussi dans l'autre sens. C'est pas penser des liens que du blog vers les produits, mais également dans l'autre sens. Et pour vraiment garder le lien entre les deux, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur 2 noms de domaine différents, est-ce que quand vous avez, quand ils sont par exemple sur un article de blog et qu'ils cliquent sur un produit, qu'est-ce que vous avez? C'est un nouvel onglet qui s'ouvre, ça change de site ou comment ça se passe? Ah mince, du coup, il n'y a plus de. Ce sont 2 sites différents, Ouais, mais qui répondent en plus à une architecture. Ce que j'ai essayé de mettre l'un dans l'autre. ouais, Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans des architectures de sites qui sont très très différentes. ouais. Il y en a un qui fonctionne sur WordPress, par exemple, et l'autre n'est pas sur Ouais, WordPress. donc là, c'est encore plus Mais compliqué. l'avantage aussi d'avoir un blog à part, c'est qu'en termes de notoriété, on construit une notoriété et une Exactement. expertise dans un domaine qui n'est Ouais. pas forcément toujours connoté commercial. Ouais. Et du coup, on peut très bien créer du trafic sur le blog Mhm. sans pour autant que ce soit forcément toujours connoté à l'action commerciale. Ce qui permet d'avoir, entre guillemets, je pense, une expertise moins biaisée, quoi. Oui, tout à fait. Non, c'est effectivement intéressant. Mais après, ouais, je dirais, en fait, pour rapatrier, enfin, si vous voulez garder, je pense du coup, c'est stratégique en fait de garder les deux distincts parce que, comme vous disiez, ça constitue une expertise sur une autre manière en fait. Mais ouais, enfin, pour moi, la meilleure manière de nouer les deux, c'est les liens internes, c'est de croiser quoi. C'est ce qu'on fait, hein, c'est ce qui marche le mieux. Après, il pourrait y avoir aussi, comme je parlais tout à l'heure, je parlais d'external link, les liens externes en fait, c'est-à-dire des liens qui sont par d'autres billets. Par exemple, de faire un partenariat avec alors pas des concurrents, mais des marques ou des produits ou des choses ou des clients qui sont intéressants et que eux fassent des liens vers votre page produit ou vers votre blog pour essayer en fait de les rapprocher les deux. Et ça, pareil, ça vous fait gagner beaucoup en popularité. Mais sincèrement, oui, la seule réponse que je peux vous donner, c'est de multiplier les liens internes. Les liens internes, c'est vraiment important en SEO et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez rapprocher vos deux noms de domaine. Mais voilà, il faut choisir en fait. C'est stratégique. Je pense que du coup, dans votre stratégie, c'est intéressant, mais vous pouvez pas à la fois avoir isoler votre blog d'une telle manière que vous êtes un peu distant par rapport à votre métier principal, et en même temps avoir des liens uniques entre les deux, quoi. Je pense que voilà. Une dernière question sur les Ouais. réseaux sociaux. Quelle différence, que j'arrive pas à la trouver, fondamentale y a-t-il entre si on prend du contenu, qui Mhm. peut venir d'un blog, Ouais. si on le publie en tant que personne sur LinkedIn, sur son profil, Ouais. ou si on le publie comme un contenu sous la page de l'entreprise? Ouais. Parce que j'ai vraiment l'impression, pour avoir testé les deux, que les réactions sont très très différentes et les taux de lecture sont très différents. Et qu'a priori, quand on publie sur sa personne, Ouais. et qu'on a une communauté un peu importante, on a quand même une visibilité beaucoup plus importante. C'est Et vrai, du coup, souvent. je m'interroge vraiment sur l'utilité de la page Mhm. entreprise dans LinkedIn. Alors là, en fait, alors vous avez raison. Souvent, on a plus d'engagement et de retour quand on publie en son nom. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire hein, souvent. C'est-à-dire que les pages entreprises sont importantes parce que c'est à terme, surtout quand l'entreprise grandit, c'est important d'avoir une page entreprise qui puisse identifier ce qu'elle est. C'est aussi important, par exemple, sur tout ce qui va être événement. Je vous donne un exemple concret. Moi, aujourd'hui, je m'occupe d'un groupe de roadshow qui tourne, qui s'appelle le Forum des experts. Donc, on a une page en fait, au nom du Forum des experts qu'on développe progressivement, qui rassemble plusieurs entreprises en fait, en son sein. Et en fait, c'est utile d'avoir une page entreprise, par exemple, pour toute la partie événements. On annonce des événements au nom du Forum des experts. Si vous pouvez annoncer un événement en tant que votre nom propre, en l'occurrence. Et vu que nous, ça rassemble plusieurs entreprises, c'est important. Mais de toute façon, quand vous allez avoir une page entreprise, effectivement, la stratégie, c'est de produire du contenu depuis votre page entreprise, de la relayer avec votre nom propre pour faire grossir votre notoriété. Et moi, je vous dirais même, c'est d'impliquer vos équipes.
C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, sur LinkedIn, vous avez peut-être aperçu, peut-être certains n'ont pas aperçu, mais quand vous avez une équipe de, par exemple, 7-8 personnes qui sont en fait qui sont rattachées à votre entreprise, vous pouvez en fait les notifier dès qu'il y a un post, une nouveauté qui a été produite par la page entreprise, et eux peuvent le relayer d'un clic, quoi. Donc eux, ils ont des notifications, ils peuvent aussi augmenter la portée de vos publications, mais évidemment, plus vous allez avoir un réseau en tant que personne qui va être grand, meilleurs meilleurs seront les retours quand vous allez partager des publications depuis votre page entreprise. Mais voilà, une fois de plus, je ne la négligerai pas parce qu'il faut que cette page entreprise puisse grossir. Si maintenant vous avez d'autres personnes qui vont venir se greffer dans l'entreprise et qui vont publier aussi des choses en partageant la nouvelle de l'entreprise, l'idée à terme, c'est que la communauté de l'entreprise dépasse en fait l'audience de l'entreprise dépasse celle des personnes individuelles, quoi. Donc au début, peut-être que vous avez une personne, une entreprise, en tant que personne, vous allez avoir un plus gros réseau. Mais à terme, quand vous allez avoir 4-5 personnes, 4-5 collaborateurs qui vont partager les nouvelles de la même entreprise, c'est cette page-là qui sera beaucoup plus virale. Donc voilà. Et après, il me semble, alors j'ai pas entendu le détail de ce que je connais pas, mais il me semble qu'il y a aussi des différences algorithmiques que vous partagez en tant qu'entreprise et en tant que personne. Et donc je pense que dans tous les cas, c'est bien de garder les deux, quoi. Mais voilà. Par exemple, pour les événements, c'est une chose que c'est meilleur pour les entreprises, quoi. Mais voilà, en gros. D'autres questions? Ok, c'est bon? Eh ben, merci pour votre attention et puis bon salon à tous.